structure juridique des associations. Structure juridique des associations, c'est votre premier cours. C'est un cours, une série de cours qui va durer 10 heures. Hein. Vous aurez 10 cours là-dessus. Et on verra que c'est un cours qui est très important. C'est un cours, je dirais même indispensable pour tout serviteur de Dieu. Parce que, eh bien, on va s'apercevoir que le ministère, c'est certainement fait sur des bases spirituelles, ça c'est clair, mais pas seulement sur des bases spirituelles. On va voir qu'il va falloir mettre de bonnes fondations aussi du côté naturel. Parce que souvent, c'est quelque chose qui est négligé, et on se retrouve souvent avec des gens qui sont très doués spirituellement, mais qui, dans le naturel, sont assez médiocres. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, quand vous avez un don de Dieu, que vous voulez développer, et que le naturel constamment essaie de vous tirer vers le bas parce que vous ne savez pas organiser, vous ne comprenez pas comment les finances fonctionnent dans le ministère, vous ne comprenez pas comment le juridique fonctionne, etc., etc. Je vous garantis, vous risquez d'échouer, vous risquez de vous retrouver par terre. Et ça s'est vu dans l'histoire de l'Église, des gens qui avaient reçu de puissants dons divins, vraiment des puissantes onctions, etc., etc., etc. Et franchement, ils faisaient des choses extraordinaires pour le Seigneur, mais ils se sont retrouvés à ouvrir des portes à l'ennemi sans même le savoir, sans le faire avec un mauvais cœur. Mais ils se sont retrouvés eux-mêmes dans des pièges qu'ils auraient pu éviter, des fissures qu'ils auraient pu colmater, et ils se sont retrouvés soit par terre ou soit avec des sérieuses blessures au niveau de leur ministère. Donc, évidemment, tout ministère, nous allons le voir, va fonctionner sous une structure juridique, et ça va être malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est vraiment le pire qu'on pouvait avoir, on va s'apercevoir que la structure juridique commune quasiment dans le monde entier pour qu'un ministère puisse avoir pignon sur rue, c'est-à-dire qu'il puisse avoir une vitrine, qu'il puisse fonctionner légalement, ça va être la structure associative. Et on va s'apercevoir que la structure associative a certains avantages, c'est vrai, mais on va voir qu'elle a aussi de très gros inconvénients, et il va falloir savoir parer à ces inconvénients, parce que finalement, on va se découvrir que tout ministère, pour fonctionner, doit avoir ce récipient juridique. Et ce récipient juridique, eh bien, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Et dans cette obligation, évidemment, il va falloir savoir se sécuriser. Alors, je vous dis tout de suite, ce cours, ça s'appelle Structure juridique des associations, mais ce n'est pas du tout un cours juridique tel quel. Ça n'a pas la prétention d'être un cours juridique ou un cours de droit, parce que je ne suis ni docteur en droit, j'ai absolument aucun diplôme en droit, bien que j'ai fait quelques petites études juridiques. Par contre, j'ai beaucoup étudié l'aspect juridique du ministère, parce que je me suis aperçu qu'on pouvait avoir de grosses failles et qu'on a besoin d'un certain nombre de notions. Et si vous aidez quelqu'un qui est dans le ministère, si vous êtes sous son leadership, vous pourrez, avec de bonnes notions, lui donner un bon coup de main et être un bon conseiller. Parce que souvent, vous savez, les ministères ne peuvent pas être au four et au moulin en même temps, ils ne peuvent pas être partout en même temps, et ils ont besoin de gens sur qui ils peuvent compter, des gens qui sont loyaux, des gens qui sont fidèles, et des gens aussi qui savent où ils vont et qu'est-ce qu'ils font. Pas seulement des gens qui suivent comme des moutons. Donc on va voir deux grandes parties dans ce cours. Nous verrons d'abord les généralités sur les associations et nous étudierons particulièrement les statuts des associations. On va d'ailleurs voir ça dans ces deux premiers cours, après avoir vu les généralités. Ensuite, on verra aussi ce qu'on appelle le règlement d'ordre intérieur. Alors, je vous conseille très fortement de vous procurer donc le syllabus ou le support de cours, hein, quoi que ce soit que vous voulez l'appeler, parce que dedans, justement, il y a une sorte de modèles, en quelque sorte, qui vont vous permettre de voir à peu près, de comprendre un peu comment tout ça s'est fait, et c'est sûr que vous allez prendre des notes, mais les notes qui sont déjà écrites vous serviront d'autant plus. Alors voilà, nous allons voir la leçon numéro 1, et nous allons voir les généralités sur les associations. Généralités sur les associations sans but lucratif, généralités sur les associations sans but lucratif, et on verra les statuts. C'est pas par là qu'on va commencer, pas par les statuts, on va d'abord voir les généralités sur les associations sans but lucratif, et on verra donc les statuts, et on va détailler les statuts. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y a dans les statuts d'une association et à quoi ça sert. Et on va découvrir aussi qu'est-ce que c'est que des statuts, parce que souvent les gens parlent de statuts comme cela, et puis ils ne savent pas réellement à quoi ça sert. Donc ce qu'on va essayer, c'est de faire quelque chose de simple. Donc premièrement, introduction. Alors vraiment, dans ce cours, je désire être simple. Je ne désire pas faire un truc très compliqué, avec des mots super compliqués, etc. À partir du moment où on utilisera des mots un peu complexes, entre guillemets, ou un peu de vocabulaire juridique, quel qu'il soit, parce qu'on est quand même un peu obligé, on va en donner des définitions, puis on va en donner aussi une sorte de contour très simple, de telle façon que ça soit abordable pour tout le monde. Parce que certains parmi vous, vous êtes peut-être juristes, mais ce n'est pas la majorité, je pense.
Donc c'est clair que de toute façon, il faut qu'on comprenne les choses, parce qu'on a besoin parfois, vous savez, surtout les juristes, ce sont des spécialistes des grands mots, vous avez remarqué. Hein, ils aiment mettre des tartines avec des jolis mots sur des beaux textes, et puis vous commencez à vous dire qu'est-ce que ça veut dire tout ça, et puis eux-mêmes disent oh ça veut dire ça et ça et ça et ça, et puis un autre vous lui demandez l'interprétation du texte et il vous en donne une autre interprétation. Vous savez, ces juristes sont très compliqués. Alors c'est pour ça que de toute façon nous on a besoin de choses simples, mais on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir où on met les pieds. C'est pour ça que ce cours est là pour vous. Et j'ai voulu écrire ce cours, c'est moi qui ai écrit complètement ce cours, parce que je me suis aperçu que dans le ministère, très souvent, on a tendance à tout spiritualiser. C'est vrai que Dieu va faire des miracles pour des serviteurs de Dieu qui sont dans des difficultés, ou ils se sont mis eux-mêmes dans des difficultés, mais il faut dire, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait éviter. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on appelle le diable et les démons, et très souvent, malheureusement, ce sont nous-mêmes c'est nous-mêmes, en fait, où on a ouvert des portes toutes simples, et puis il y a des gens qui en ont profité avec la chair, et puis qui ont mis l'œuvre de Dieu en danger ou quoi que ce soit. D'accord? Donc c'est très simple ce qu'on va voir, mais ce que j'aimerais, c'est que vous compreniez vraiment tout ce qu'on va faire ici, parce que c'est super important. Je sais que parfois, bon, ça va être un peu rébarbatif, parce qu'on va donner des définitions, on va expliquer les choses, etc., etc. Bon, il y a certains, vous avez vu ça déjà dans vos cours de droit, d'autres, vous connaissez rien du tout, donc chacun va devoir s'adapter à ce cours. Nous sommes tous d'arrière-plan différents, mais le tout, c'est qu'on arrive à converger surtout vers l'utilité pour un ministère, parce que nous sommes en train d'étudier ce que c'est que le ministère, quelqu'un qui a un ministère, comment il doit se comporter, qu'est-ce qu'il doit y avoir au niveau juridique, etc. etc. Alors souvent, on découvrira que cet aspect justement juridique est souvent quelque chose qui est négligé, malheureusement. C'est négligé, mais si un ministère ne maîtrise pas un certain nombre de bases juridiques, il risque de se retrouver dans des problèmes très sérieux, très très sérieux. Donc c'est pour ça que ça va être un élément indispensable que nous allons étudier. Et si on sait bien maîtriser l'aspect juridique, même si on ne connaît pas tout, mais au moins on a déjà une idée sur comment les choses doivent être faites, eh bien il y a deux choses qui vont se produire. C'est que d'abord on va pouvoir tenir solidement devant certaines attaques sataniques, parce qu'on va voir que l'œuvre de Dieu est combattue de plus en plus. Quand on fait la vraie œuvre de Dieu, il y a des combats spirituels, il y a des oppositions, et quand vous êtes mal structuré juridiquement, vous ouvrez des portes. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien l'ennemi en profite. Vous êtes là en train de travailler, vous êtes focalisé sur votre ministère, et puis vous avez un trou juridique important. Et il y a des gens, malheureusement, de votre association qui commencent à avoir un trou. Et puis aussi, il y a des querelles charnelles. Il faut dire ce qui est. Il y a des querelles charnelles. Et certains pasteurs se sont même retrouvés en prison, parfois, ou au tribunal. Et certains étaient innocents. Pas tous. Il y en a, malheureusement, qui ont fait de sacrées erreurs et qui ont fait des choses qui étaient indignes du Seigneur, et ils se sont retrouvés peut-être en prison ou au tribunal à juste titre. Ça, c'est un autre problème. Mais il y a certains pasteurs qui se sont retrouvés injustement au tribunal ou en prison parce qu'il y avait des trous juridiques dans leurs associations, dans leur ministère, et ils n'ont pas pris garde, vous voyez. Alors, c'est clair que si vous avez un ministère, il va falloir que vous vous protégiez. Il n'y a pas que seulement dans la prière où on se protège. Ça, c'est important. Le côté prière est important pour se protéger. Mais aussi, vous devez comprendre qu'il y a un aspect juridique. On verra aussi l'aspect des finances où on doit se protéger, bien sûr. Ça sera l'objet d'un autre cours. Mais celui-ci, donc, ça va être surtout sur l'aspect juridique. Savoir faire attention de ne pas négliger le naturel. Il y avait un homme de Dieu qui a dit la chose suivante, c'est le surnaturel et le naturel ensemble qui forment une force explosive pour Dieu. Ce n'est pas seulement le spirituel. Le spirituel est très important, ça c'est fondamental. Nous le savons, une vraie œuvre de Dieu, nous l'avons étudié, nous avons vu ce que c'était que l'appel, la mise à part, l'onction de Dieu, avoir un don divin, savoir développer son don, la fidélité, le caractère, etc. Tout ça c'est super important. Mais aussi, ce qui va contenir tout cela, ce qui va vous permettre d'aller de l'avant, d'avoir le droit d'exercer votre ministère, eh bien, ça va être votre structure juridique. Donc si vous négligez cette structure, je vous garantis, quand il va y avoir des pressions, parce que l'ennemi essaye de droite et de gauche de détruire les vraies œuvres de Dieu, c'est clair. Et ce qu'il va essayer, c'est de trouver des failles. Et puis des fois, vous allez avoir des gens qui vont chercher des histoires, qui vont vous chercher des histoires à l'intérieur même des associations. Et ça crée évidemment des divisions, ça crée des problèmes, etc., etc. Et là, il y a des batailles juridiques, des batailles stupides, juridiques, mais pour cela, le serviteur de Dieu va devoir apprendre à se sécuriser. C'est très important, parce que si vous avez une onction du ministère,
c'est votre ministère, c'est quelque chose que Dieu vous a confié. Et comme je vous le disais dans un cours précédent, on ne travaille pas normalement avec un serviteur de Dieu, on travaille sous son leadership. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Et c'est d'ailleurs, vous allez voir, c'est l'immense travers des associations, justement. Et on va se retrouver avec un aspect juridique qui va être démocratique. Et nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes dans une théocratie au niveau du royaume de Dieu. Alors évidemment, il y a la théocratie et le système théocratique qui va avoir à faire face à quoi? Au système naturel démocratique, c'est-à-dire l'association. Et c'est là où il va falloir adapter les choses, parce que sinon les deux se rentrent dedans, et en général ça fait des dégâts, ça risque de faire beaucoup de problèmes. Vous savez, il y a certains pasteurs qui ont perdu beaucoup de temps justement, parce qu'au bout d'un moment leur ministère n'était pas sécurisé, donc dans leur association ça a secoué dans tous les sens, ils se retrouvaient avec des tas de problèmes, et au lieu de continuer à pouvoir prêcher tranquillement, eh bien ils ont été obligés de se focaliser sur comment faire, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'il y a eu des travers, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, etc., etc. Et vous perdez du temps. Et puis il y en a d'autres, ils se sont retrouvés par terre, ils se sont retrouvés éjectés. Carrément, ils avaient créé un ministère pendant des années, et puis des gens mal intentionnés mangent les fruits de ce qu'ils n'ont pas planté. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui veulent manger les fruits de ce que vous avez planté, de ce que eux n'ont pas planté. Ça arrive souvent, ces gens-là. Et surtout quand on est dans le ministère. Vous savez, dans le ministère, parmi les 12, il y en avait un qui s'appelait Judas, rappelez-vous. D'accord? Et les descendants de Judas ne sont pas encore morts. Ils existent encore, je tiens à vous le dire. C'est triste à dire, autant les descendants des pharisiens existent encore, mais les descendants de Judas aussi sont encore là, d'accord? Ça veut dire des gens qui ont ce genre de mentalité, qui disent on est ensemble, et finalement ils ont un couteau dans le dos, et tristement, ils vous plantent le couteau dans le dos au moment où vous êtes dans certaines faiblesses, d'accord? Donc, il y a une chose qu'il ne faut pas faire pour un serviteur de Dieu, c'est tout spiritualiser. Souvent, les serviteurs de Dieu ont tendance à tout spiritualiser. Ils marchent dans les hauteurs, le Seigneur me dit, le Saint-Esprit me dit, oh, la présence de Dieu, oh, la parole de Dieu. Oui, tout ça, c'est très bien. C'est le ministère public. On est entièrement d'accord, indispensable. Si vous n'avez pas ça, de toute façon, vous portez aucun fruit, nous le savons. Mais, si vous avez ça et que vous n'avez pas sécurisé votre ministère, eh bien, vous risquez d'avoir des sacrés problèmes. Donc, il faut faire attention. Et je vous garantis, il y a pas mal de gens qui se disent « Oh, c'est pas important, la structure juridique, moi je ne veux pas m'en occuper, les finances, bon, ok, le tout c'est que les gens donnent au Seigneur, le reste c'est pas grave, etc., etc. » Oui, mais attention, il faut se sécuriser. Si vous ne vous sécurisez pas, vous risquez de vous mettre en danger. Et je vous garantis, il y a plus d'un serviteur de Dieu qui a pleuré amèrement parce qu'il avait un bon cœur, il servait le Seigneur et il s'est fait tout prendre. Et il s'est retrouvé avec plus rien. On lui a volé son ministère. Il y a des gens. Je vais vous raconter une histoire vraie qui s'est passée aux États-Unis. Un jour, il y avait un serviteur de Dieu qui était comme ça. Il servait le Seigneur. C'était un pasteur. Il avait une église aux États-Unis. Et puis, un jour, il est parti en vacances avec sa famille. Il a pris quelques congés. Il est revenu et tout était fermé pour lui. En fait, il avait appris qu'on avait mis un autre pasteur à sa place pendant son absence. Tout était fait légalement, entre guillemets. Ce pasteur-là, il n'avait qu'une chose à faire, à prendre ses valises avec sa famille et continuer ses vacances, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Ça arrive. Je tiens à vous le dire, ça arrive. Ça arrive. C'est triste à dire. Et le pire, c'est que les pires choses qui peuvent se produire dans les associations chrétiennes sont faites avec les chrétiens qui vous entourent. C'est ça qui est dramatique. C'est ça qui est dramatique. Donc, il va falloir éprouver les cœurs. Et éprouver les cœurs, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Parce que les gens souvent veulent démarrer les choses, et comme je vous le disais dans un des cours précédents qu'on a fait ensemble, une série de cours, les gens démarrent, mais très souvent ils ne resteront pas avec vous. Parce qu'au bout d'un moment, leurs ambitions personnelles ne seront pas répandues. Et souvent ils vous diront au bout d'un moment, on a démarré ensemble, tu te rappelles ? Et c'est là où ça crée beaucoup de problèmes. Voyez ? Donc il faut être très clair. Alors au début, évidemment, comme on démarre, vous vous rappelez de cet aspect de, l'euphorie du démarrage. On est dans les rêves, le Seigneur nous a parlé, on a des prophéties qui confirment les premiers miracles que Dieu. Vous vous souvenez de ces 5 phases d'une œuvre de Dieu. Et donc souvent, le serviteur de Dieu, lui, il ne va pas s'occuper de tout ça, il ne va pas s'occuper du juridique. Mais non, moi ce qui m'intéresse, c'est de courir avec ce que le Seigneur m'a donné de faire, tout de suite, et d'accomplir le maximum, oui d'accord. Mais derrière tout ça, il va falloir se protéger, il va falloir créer une structure juridique, et il faut faire très attention, parce que quand quelqu'un sert le Seigneur, il faut qu'il sache où il met les pieds. Il faut qu'il sache exactement dans quoi il met les pieds. C'est-à-dire, il va servir le Seigneur, d'accord. Il va devenir aussi, normalement, la tête d'une entité juridique.
d'une association, très souvent. Donc, s'il devient la tête d'une entité juridique, c'est pas le tout de dire je suis président d'une association ou représentant légal ou quel que soit le titre qu'on veut donner aux responsables d'une association dans le monde entier. C'est pas le tout de dire ça. C'est qu'il y a aussi des droits, c'est vrai, mais il y a aussi des devoirs qu'il faut connaître. Et si on ne remplit pas ces devoirs et qu'on pense qu'il n'y a que des droits, eh bien au bout d'un moment on risque d'avoir des problèmes. Parce que l'association, ça va être votre vitrine, ça va être, comme je vous le disais précédemment, ce qui vous permet de publiquement exercer votre ministère légalement devant les autorités du pays dans lequel vous servez le Seigneur. Donc il va falloir faire attention à tout cela, parce que le serviteur de Dieu, il doit protéger, il doit se protéger, il doit protéger bien sûr l'œuvre de Dieu, il se protège lui-même et il doit protéger sa famille, parce que si il ne se protège pas, s'il ne protège pas l'œuvre de Dieu, s'il ne protège pas sa famille, il risque d'avoir des problèmes. Imaginez-vous, quelqu'un qui travaillerait 10 ans pour quelque chose, pour une œuvre du Seigneur, et d'un seul coup, il a des gens qui lui font un coup d'état, qui le mettent dehors. 10 ans, il a donné sa vie, il a donné 10 ans de sa vie, et ça s'est vu plus d'une fois. Et d'un seul coup, il se retrouve à la porte de son ministère. Il a donné 10 ans de sa vie. Il est obligé de repartir à zéro. Vous imaginez? Ça fait mal. Imaginez-vous les blessures d'un serviteur de Dieu comme ça. Peut-être qu'il a fait des erreurs, oui, peut-être, certainement qu'il a fait des erreurs. Parce que si des gens ont réussi à le mettre dehors, c'est que certainement il y avait une faille quelque part. Et une de ces failles que nous allons voir, c'est la structure juridique. Donc on va d'abord commencer vraiment à aller là au niveau des définitions. On va regarder le numéro 2, donc définition d'une association sans but lucratif. Définition d'une association sans but lucratif. Je ne suis pas en train de vous brosser un tableau négatif. Je suis en train simplement de vous expliquer que quand on est dans le ministère, il va falloir partout se sécuriser, spirituellement, moralement, physiquement, financièrement, juridiquement, enfin, sur tous les tableaux. C'est pour ça que j'essaie de vous expliquer, de vous faire prendre conscience que le ministère est beaucoup plus complexe que ce que les gens pensent. Les gens pensent que le ministère est basé sur un don. Et je tiens à vous dire, c'est faux. C'est complètement faux. Le don est indispensable, mais on ne construit pas le ministère sur un don. On construit sur le caractère de Christ. Et en même temps, dans le naturel, on doit créer tout autour de nous une structure qui va être sécurisante et qui va nous permettre de monter en même temps que le Seigneur nous fait monter dans notre ministère. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est très facile au départ. Donc, définition d'une association sans but lucratif. D'abord, il faut savoir que tous les gouvernements du monde, d'une manière générale, imposent la structure juridique associative pour un ministère. Donc, tous les gouvernements du monde, à peu de choses près on peut dire, imposent la structure associative pour les ministères. Impose la structure associative pour les ministères. Ça veut dire que quasiment dans le monde entier, vous pouvez aller partout où vous verrez qu'on permet au ministère, on permet à des gens d'être pasteurs, d'être évangélistes, d'être enseignants, d'être apôtres, d'être prophètes, seulement sous une structure juridique, qui est la structure associative. Parce que de toute façon, quand on parle d'évangile et d'évangélisation, on ne peut pas parler de société à but lucratif. Ça, c'est clair. On ne peut pas parler d'une compagnie qui a des usines. Non, ça, c'est une société lucrative. Ok ? Mais on parle évidemment de gens qui vont s'associer et ils vont avoir un but commun. Eux, ils appellent ça un but religieux, bien évidemment. Donc ça va être la structure classique, de toute façon, qu'on va retrouver partout. Vous allez aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle les non-profit organizations, c'est-à-dire les organisations, les associations qui ne font pas de profit, c'est-à-dire à but non lucratif, voilà, tout simplement. Partout dans le monde francophone, c'est pareil. Vous aurez les associations, les associations, les associations. Le monde anglophone aussi fonctionne sous ce principe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une association? Je vais vous donner une définition assez commune. Donc, notez qu'une association, c'est un groupe de personnes. Une association, c'est un groupe de personnes, au moins deux, évidemment. Un groupe, c'est au moins deux. Donc, une association, c'est un groupe de personnes, donc au moins deux, qui ont un intérêt commun permanent. C'est un groupe de personnes, au moins deux, qui ont un intérêt commun permanent et qui mettent ensemble leurs connaissances, donc qui ont un intérêt commun, un groupe de personnes, au moins deux personnes, qui ont un intérêt commun permanent, c'est-à-dire c'est quelque chose qui c'est pas quelque chose qui va durer 5 minutes ou 3 jours, c'est dans le temps, ça dure dans le temps.
et qui mettent ensemble leurs connaissances, leurs activités, virgule, leurs activités, en vue de réaliser, qui mettent ensemble leurs connaissances, leurs activités, en vue de réaliser un but à caractère non lucratif. À caractère non lucratif. Donc voilà, ce sont des gens qui se rassemblent et ils se disent, voilà, on a envie de faire quelque chose en commun. On veut être ensemble, on veut être un groupe de personnes. Et quelque chose qui va durer dans le temps. Alors voilà, on va apprendre toutes les ressources diverses qu'on peut avoir, chacun peut apporter quelque chose, et à ce moment-là, on va réaliser un but ensemble. Mais ce but, au niveau juridique, doit être non lucratif. Ça veut dire que normalement, il ne doit pas générer de finances, je dirais, en vue d'être redistribué aux gens de l'association. C'est ça, l'idée du non lucratif, la définition du non lucratif, c'est qu'en fait, l'association peut générer des sous, on verra d'ailleurs, c'est un des avantages des associations, mais ces sous qui sont dans l'association ne peuvent pas être redistribués comme une société, comme des actionnaires. Une société, donc, à but lucratif, a des actionnaires. Chaque actionnaire achète un certain nombre de parts. Donc une partie de la société leur appartient. Et à la fin de l'année, ils peuvent décider en conseil si on redistribue les bénéfices ou est-ce qu'on affecte les bénéfices. Si on fait des investissements, si on achète un bâtiment comme ça, ou si on garde tout ou partie ce qu'on a généré pendant l'année. Et à ce moment-là, d'après le bilan, on dit voilà, on partage tant et chacun retrouve parce qu'il a investi. Une association, c'est pas comme ça. Une association, l'idée, c'est d'être ensemble. Il y a un but qui n'est pas lucratif. On a un intérêt commun. On veut réaliser quelque chose ensemble. Donc l'objectif, c'est pas l'argent en premier. Une société, évidemment, l'objectif, c'est pas de faire du bien à la société, c'est de faire de l'argent. Quand vous montez une société, c'est que vous voulez gagner de l'argent, d'accord? Quand vous êtes dans une association, votre objectif n'est pas de gagner de l'argent. Alors bien sûr, il va y avoir de l'argent qui va rentrer en ligne de compte dans une association. On expliquera d'ailleurs tout ce qui se passe au niveau des finances et comment ça doit être géré, en tout cas pour un ministère. Alors évidemment, vous le savez bien, on retrouve ces associations, il y a toutes sortes d'associations dans le monde. Il y a la défense des droits de la femme, par exemple, les droits de l'homme, il y a toutes sortes ça peut être toutes sortes de choses. Des gens peuvent s'associer pour les aveugles, pour ceci, pour toutes les bonnes causes. Toutes sortes de causes. Il y a des gens qui font sur les droits de la chasse, d'autres qui font, je ne sais pas moi, qui s'intéressent aux poissons du lac, d'autres qui peuvent... il y a toutes sortes d'associations qui peuvent exister, d'autres ça peut être des associations de sport, etc. En fait, les gens ont un but commun, ils se mettent ensemble, et voilà. Et ils perdurent dans ce but, ils mettent tout ce qu'ils peuvent pour réaliser leurs objectifs. Mais là, ils ont besoin de quoi? Eh bien, ils ont besoin d'une personnalité juridique. Voilà. Donc, on va créer une nouvelle personnalité, ce qui s'appelle une personnalité juridique. Ce n'est pas une personnalité morale. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un, d'accord, physique, pardon. C'est pas une personnalité physique. C'est une personnalité juridique, ok? C'est-à-dire quelque chose, c'est pas un être humain qu'on va créer là. C'est simplement quelque chose qu'on va appeler une entité, personnalité dite juridique. C'est ça, c'est votre association va représenter une personnalité mais juridique, non pas physique, d'accord? En fait, c'est ce qui va vous permettre donc d'avoir une vitrine légale. Cette personnalité juridique, une fois qu'elle est reconnue par le gouvernement où vous êtes, dans le pays où vous êtes, eh bien, ça vous permet de réaliser vos objectifs légalement. Ça veut dire que personne, à partir du moment où le gouvernement vous reconnaît, vous pouvez exercer dans la mesure de la déclaration de votre personnalité juridique. C'est-à-dire, évidemment, on découvrira que la carte d'identité de l'association, ça va être ni plus ni moins ses statuts. On simplifie les choses, d'accord? Donc la vitrine légale, voilà, c'est là où vous avez le droit. Vous pouvez exercer ouvertement, vous pouvez recevoir un peu de sous, vous pouvez dépenser des sous au nom de l'association à partir du moment où cette personnalité juridique est créée, bien évidemment. Alors, les ministères, on leur impose aussi, justement, de se mettre sous cette personnalité morale juridique. Ça, c'est obligatoire. Donc, tous les ministères doivent être sous une personnalité juridique. Ça veut dire que si vous avez une église, cette église ne peut pas être en l'air. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous réunir comme ça en disant ben voilà, on s'appelle l'église machin truc, de l'évangile, etc., de Jésus, voilà. Oui, voilà, on s'appelle comme ça.
Non, les autorités peuvent venir vous voir en vous disant, mais attendez, qui êtes-vous? Montrez-nous votre personnalité juridique. Est-ce que vous avez le droit de faire ce que vous faites là? Parce que vous êtes en train de faire quelque chose de public. Vous n'êtes pas en train de faire quelque chose de privé. Donc, à partir du moment où vous avez des moments où vous faites des rassemblements publics, obligatoirement, il vous faut une structure. Cette structure juridique. Donc, c'est obligatoire. Alors, cette personnalité juridique va avoir des droits, mais elle va aussi avoir des devoirs ou des obligations, si vous préférez. Donc, des droits et des devoirs. Des devoirs, c'est-à-dire des obligations. Et nous allons voir que cette structure juridique associative a des avantages, c'est sûr, et nous allons étudier les avantages. Mais on va voir aussi qu'il y a de terribles inconvénients. Et surtout pour un ministère. Tant qu'on ne parle pas de choses spirituelles, bon, bien, on a certaines associations qui tournent, des fois il y a des problèmes dedans, après on résout les problèmes et on continue, etc., etc., etc. Mais pour un ministère, ça va être très particulier. Donc, évidemment, on peut profiter des avantages du système associatif quand on a un ministère, mais aussi il faut se parer aux inconvénients. Parce qu'il y a des inconvénients du régime associatif qui vont souvent nous poser des problèmes, surtout en tant que pasteur. Alors, pour éviter les dangers, on doit respecter quelques lois. Il y a 3 lois particulières qu'on doit respecter. 3 lois très importantes qui sont à respecter. Parce que rappelez-vous que le ministère naît comment? Il naît d'abord d'un don du ciel qui est donné sur un homme. Cet homme est loin de Dieu et après il exerce son ministère. Oui, d'accord. Mais pour exercer son ministère, il doit aussi avoir une structure juridique. Donc quelque chose de naturel. Donc il y a le côté spirituel du ministère, qui est indispensable, comme nous l'avons déjà vu, et nous continuerons à le voir, et nous insisterons là-dessus, mais il y a aussi le côté naturel du ministère, c'est-à-dire sous quel régime associatif, sous quelle association, sous quelle personnalité juridique je vais exercer mon ministère. Ça veut dire que je prêche, bon ça d'accord, je rassemble des gens, oui mais d'accord, mais je les rassemble quelque part. Peut-être que je vais louer un endroit, d'accord, mais je vais louer cet endroit au nom de qui? Bon, si je suis dans le ministère, j'ai une église, il va y avoir des dîmes et des offrandes. Ça va être reçu au nom de qui? Ça va être mis sur quel compte en banque? Sur le compte en banque du pasteur? Oui, si vous voulez lui mettre une corde au cou, faites ça. Ça c'est sûr, il ne durera pas longtemps le pasteur. Parce qu'il n'a pas le droit de faire ça, et c'est normal. Donc il va y avoir une structure qui doit être créée, imposée. Mais, là encore, pour créer une structure juridique, comme c'est une association, comme nous l'avons vu, il faut au moins être 2. Et souvent, les lois de différents pays imposent 5, voire 10, des fois même plus de personnes pour avoir une association. Donc obligatoirement, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont être créées dans le naturel, qui ne correspondent pas forcément à ce que Dieu a pourvu dans le spirituel, puisque Dieu a au moins une personne qui a le don ministère. C'est ce que nous avons vu, c'est ce que dit la parole de Dieu, c'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Maintenant, cette personne qui a reçu ce don divin, elle va être obligée de travailler sous une structure juridique qui, elle, va être une structure associative naturelle, qui est créée, qui, si elle est bien gérée, ça marche bien. Je vous montrerai qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut éviter. Personnellement, j'ai vécu certaines choses, je vous partagerai certaines choses que j'ai vécues, j'ai étudié certaines choses, j'ai mis au point certaines choses dans mon ministère parce que j'ai commencé à comprendre un certain nombre de principes que je ne savais pas avant, mais que j'ai appris et que je vous transmets. Alors, voilà ici les 3 lois importantes. Numéro 1, le spirituel doit dominer le juridique. Le spirituel doit dominer le juridique. Numéro 2, donc le spirituel doit dominer le juridique. Numéro 2, je vais expliquer après. Le juridique doit servir le mieux possible le spirituel. Le spirituel doit dominer le juridique. Numéro 1. Numéro 2, le juridique, donc la structure juridique, l'association si vous préférez, doit servir le mieux possible le spirituel. Numéro 3, le juridique, numéro 3, doit suivre le spirituel.
le juridique doit suivre le spirituel. Donc numéro 1, le spirituel doit dominer le juridique. Numéro 2, le juridique doit servir le mieux possible le spirituel. Numéro 3, le juridique doit suivre le spirituel. Je vais vous expliquer tout ça. Regardez la première loi. Le spirituel doit dominer le juridique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas le juridique qui doit être créé en premier, mais c'est d'abord le spirituel. D'abord, Dieu donne une vision, puis une onction, et ensuite, d'après ça, on crée une structure juridique pour pouvoir fonctionner. Malheureusement, souvent, ce qu'on voit, c'est des gens qui créent des associations et qui disent, voilà, nous allons prier Dieu, Dieu va nous bénir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu crées le récipient juridique que le surnaturel va descendre sur toi. Non. Et beaucoup de gens se méprennent là-dessus. Donc d'abord, c'est une vision qu'on reçoit du ciel qui doit être implémentée et qui doit dominer la façon dont on va créer notre association. Si c'est une association d'évangélisation, vous allez créer, donc si vous avez reçu un don d'évangélisme, vous allez créer une association d'évangélisation. Et vous allez mettre un certain nombre de choses dans votre association qui va correspondre à la vision que vous avez reçue du Seigneur. Si c'est une église, eh bien, vous allez mettre un certain nombre de choses sur une église, si vous êtes pasteur. Si c'est un ministère d'enseignement pur, vous n'allez pas mettre dans vos statuts église, machin. Non, non, vous adaptez vos statuts par rapport à ce que vous avez reçu du Seigneur. Et vous commencez une association seulement à partir du moment où vous avez reçu un don du Seigneur. Okay? Ensuite, 2, le juridique doit servir le mieux possible le spirituel. Ça, nous allons voir que le cadre juridique sous lequel vous fonctionnez en tant que ministère doit être adapté pour qu'il ne freine surtout pas le ministère. Ça veut dire quoi? Rappelez-vous ce que je vous ai enseigné sur le ministère pastoral. On étudie beaucoup l'église locale. Le pasteur est le gouverneur. Le pasteur dirige l'église. Il reçoit du Seigneur les directives et d'après ça, il les implémente dans son église. Pour ce faire, il a besoin de quoi? Il a besoin d'un cadre juridique qui va l'amener aussi à l'ouverture d'un cadre financier et qui va lui permettre d'exécuter les choses qu'il a dans le cœur pour faire avancer la vision. Si un pasteur est bloqué, par exemple, avec tout un tas de comités, de règles et de machins et de trucs sur la moindre chose qu'il doit acheter, par exemple pour l'église, c'est une catastrophe. Si vous devez faire à chaque fois 3 réunions avant qu'un chèque soit signé, mais vous êtes foutu, vous n'allez jamais vous en sortir. Parce que sinon, vous allez être constamment freiné. En tout cas, un visionnaire, il a besoin de foncer. Il a besoin de dire, bon, voilà, on va faire ça, on va faire ça. Il réunit ces gens, il dit voilà, on va faire ça, ça, et ça, et ça. Et les gens ne doivent pas dire, moi je suis d'accord, moi je ne suis pas d'accord. Si c'est comme ça, à ce moment-là, c'est la structure juridique qui freine quoi? Ce que le visionnaire a reçu. Et ça, c'est très dangereux. Et ça se voit très souvent, malheureusement. Parce que les gens veulent partager le ministère. On ne partage pas le ministère. C'est ça le problème. Ça, les gens ne comprennent pas. Ils ont du mal à comprendre ça. Les gens, souvent, qui sont dans l'entourage d'un ministère, ils pensent qu'ils ont du décisionnel. Non, ils doivent être des conseillers, comme nous allons le voir. De bons conseillers. On va voir que le ministère doit s'entourer des bonnes personnes qui vont l'aider. Et ces gens-là, lui, il doit comprendre son rôle en tant que ministère. Il doit comprendre pourquoi il doit avoir un entourage au niveau de son leadership. Mais aussi, les gens qui sont autour de lui doivent comprendre pourquoi ils sont là. Ça veut dire que si quelqu'un est trésorier, si quelqu'un est secrétaire, si quelqu'un est vice-président ou vice-représentant légal, ces personnes-là ne doivent pas freiner. Si le représentant légal, qui est normalement le pasteur, ça aussi je vais vous l'enseigner, je vais vous montrer là aussi les travers dans lesquels il ne faut pas tomber, parce que sinon ça peut être extrêmement dangereux pour votre ministère, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Si ces personnes-là sont constamment en train de mettre des bâtons dans les roues, on verra, il y a ce qu'on appelle un comité exécutif, ou un bureau, ou un conseil d'administration, ça dépend comment on veut l'appeler, peu importe, c'est plus ou moins les mêmes choses dans les associations. En tout cas, c'est un groupe de gens qui décident et qui vont aller selon les grandes règles que les membres, que l'Assemblée Générale aura décidé, parce qu'on va parler de tout ça, on va parler de qu'est-ce qui doit être voté, qu'est-ce qu'on doit décider, etc., etc. Mais il faut comprendre que ce soit les membres de l'association, d'une association chrétienne, que ce soit le comité exécutif ou le bureau ou le conseil, quoi que ce soit que vous voulez, quel que soit le nom que vous voulez lui donner, eh bien, les gens qui sont autour du serviteur de Dieu ne sont pas là pour le freiner. Ils sont là pour l'aider. Ils sont là pour lui dire, pasteur, si tu es dans cette vision-là, nous on va te suivre. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Mais, pasteur, attention, là on ressent peut-être qu'il y a un danger ici, ou ceci, ou cela. Et à ce moment-là, il conseille. Et c'est très important. Et je vous montrerai qu'il faut avoir des gens autour de vous qui sont super loyaux à votre vision.
quelles que soient les difficultés par lesquelles vous pouvez passer. D'accord? Alors, le juridique doit suivre le spirituel, c'est-à-dire que le spirituel reçoit, le pasteur est en train de prier, il reçoit, il faut faire telle ou telle chose. Donc, obligatoirement, on va adapter la structure juridique. Si on voit qu'il y a certaines choses qu'il faut adapter, il faut que la structure juridique suive toujours la directive que le Seigneur va donner au leader. C'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Rappelez-vous, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes dans une théocratie. Et c'est vrai que de plus en plus, les pays se démocratisent. On en sait quelque chose ici dans cette nation. Bon, mais la démocratie, c'est pas chacun qui... Enfin, la démocratie aujourd'hui, les gens pensent que c'est chacun qui peut dire son grain de sel. Moi, je dis que, moi je pense que, et si tu as envie d'insulter un tel, t'insultes un tel. Si tu as envie de dire du bien d'un tel, tu dis du bien d'un tel. C'est pas ça du tout. Bon. Et dans le royaume de Dieu, c'est encore moins ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu donne à ses serviteurs des onctions. C'est eux qui dirigent. Maintenant, pour diriger correctement et pour savoir comment implémenter une vision, le serviteur de Dieu ne peut pas le faire seul. Donc, il a plutôt intérêt à comprendre comment fonctionne le leadership. Et ça, c'est très important. Mais aussi, les gens qui entourent un serviteur de Dieu doivent comprendre comment la théocratie, donc ce qui est divin, le royaume de Dieu, fonctionne. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de membres d'associations qui font des histoires épouvantables dans les associations chrétiennes. Donc on va voir comment faire et qu'est-ce qu'il faut éviter. Donc tout ça, ce sont 3 lois. Si une de ces lois est violée, je vous garantis, votre ministère est en danger. Alors, on va regarder grand A maintenant, les avantages du système associatif. On a donné la définition, et on va regarder grand A, les avantages du système associatif. Les avantages du système associatif. Alors le premier avantage, qui n'est pas des moindres, c'est la défiscalisation. C'est-à-dire que normalement, une association ne paye pas d'impôts. C'est la défiscalisation. Donc une association sans but lucratif, normalement, n'est pas imposable. Je dis bien normalement, parce que je vais vous montrer que dans certains pays, on a largement changé ça. Donc, on peut recevoir des fonds, et normalement, on n'est pas imposé sur ces fonds. Ce n'est pas comme une société. Une société va créer des finances, et comme elle crée des finances, donc elle a des bénéfices, on l'impose. On l'impose sur son résultat. Une association, l'immense avantage, quand vous savez bien vous en servir, c'est qu'elle n'est pas fiscalisée, elle est défiscalisée. Donc normalement, il n'y a pas d'impôt. Quoique, il faut le dire, dans la plupart des pays où il y a la TVA, eh bien normalement, tout ce qu'on achète, on l'achète TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise. Donc quelque part, on paye quand même des impôts, d'une manière générale, il faut le savoir. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on réalise, on ne paye pas un impôt sur le résultat, mais il y a des impôts directs comme la TVA qu'on paye très facilement et qu'on est obligé de payer. Certaines sociétés, justement, ont des déductions de TVA, ils ont des crédits de TVA, etc., dans la fiscalité des sociétés. Alors, une autre chose, un autre avantage, c'est qu'on peut faire des activités. On peut faire des activités dans une association, générant des fonds, générant des revenus, pour financer le ministère. Ça, c'est un autre avantage qui est intéressant. Donc, on peut faire certaines activités qui génèrent des revenus, donc génératrices de revenus, et qui ne sont pas non plus fiscalisées, d'accord, on ne paye pas d'impôt dessus, mais ces revenus doivent servir uniquement. Donc, ces revenus doivent servir uniquement au but de l'association. Ces revenus doivent servir uniquement au but de l'association. Donc, c'est uniquement ça. Ça veut dire que, par exemple, vous pouvez louer. Si vous avez un bâtiment, par exemple, vous dites, voilà, nous, on va faire des locations. Nous, c'est ce qu'on fait dans ce ministère. Dans ce ministère, on loue cette salle de temps en temps, et ça nous paye, je ne vous dis pas combien, mais plusieurs mois de loyer tous les ans. Ça nous génère des fonds, et ça, on n'a pas d'impôt dessus. Bon, il y a d'autres trucs qu'on peut faire. Il y a par exemple des achats et des ventes de livres chrétiens, où des fois on peut faire une petite marge bénéficiaire, comme ça permet de payer quelqu'un, vendre quelques produits chrétiens, etc. Tout ça on peut le faire, on a le droit de le faire, d'accord? Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire pour financer, des locations de matériel, par exemple si vous avez des sonorisations, vous louez ça, ça vous génère un peu de sous, etc. Donc il y a plein de choses qui peuvent être additionnelles dans une église. Souvent les gens ne voient pas ça, mais c'est un peu dommage. Vous pouvez faire des petits trucs comme des petits restaurants, vous pouvez faire des petites choses à droite, à gauche, qui vous permettent de générer des finances. Et il faut être un peu malin au niveau financier. Il faut savoir, je vous montrerai que dans les finances, il faut mettre plusieurs piliers.
des ressources, de telle façon que vous puissiez avoir suffisamment pour que ça fonctionne très bien. Parce que Dieu veut que le ministère fonctionne très bien. Et pour que le ministère fonctionne bien, à partir du moment où vous faites vraiment la volonté du Seigneur, que Dieu vous bénisse spirituellement, eh bien, le côté matériel aussi devrait prospérer à tous égards. C'est normal. Ça fait partie de la vie de l'Église. C'est tout à fait normal, ça. Je vous dis, dans ce cours, je vais vous expliquer pas mal de choses. D'accord? Alors, il faut savoir aussi que malheureusement, ce système associatif est très bridé, très bloqué dans certains pays. Par exemple, en France, vous êtes complètement limité. Le système associatif, en fait, il vous permet d'être une toute petite association. Si jamais vous commencez à grandir, on vous taxe comme les sociétés quasiment. Mais vous n'avez pas l'avantage des sociétés. Ça veut dire que vous ne pouvez pas créer autant de richesses que vous voulez. Mais si jamais vous commencez à faire des choses qui génèrent des fonds, un peu trop, ça les dérange. Et à ce moment-là, on commence à vous taxer sur ça, à vous faire payer des impôts sur ça. Par exemple, la France, c'est épouvantable. C'est absolument épouvantable. Il n'y a rien qui est vraiment dit sur les dîmes et les offrandes. Et il y a certaines églises qui se sont fait redresser fiscalement gravement par les impôts là-bas. Et ils se sont retrouvés avec beaucoup de problèmes. Donc il faut faire extrêmement attention. Il faut bien étudier le régime fiscal sous lequel on est. C'est très important. Parce que parfois, vous savez, les juristes sont très forts pour laisser des flous dans certains textes. Comme ça, vous pouvez avoir des gens, surtout dans la fiscalité. On peut avoir des gens qui viennent et qui peuvent avoir une interprétation à un inspecteur d'impôt qui dit non, non, ce texte veut dire ça. Et vous êtes coincé. Parce que lui a le droit de vous pénaliser. Il a le droit de vous dire non, non, vous devez payer des impôts, vous redresser, etc., etc. Et quand on n'est pas dans des pays corrompus, eh ben on se retrouve des fois avec des sacrées factures. Voyez, donc on pénalise l'association. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas. Et c'est vrai qu'il y a eu des abus. Il y a des associations qui quasiment ont fonctionné comme des sociétés. C'est-à-dire, ils ont récolté plein de sous en disant non, non, nous c'est fait sous l'association. Et puis vous avez le gars qui était à la tête, qui est parti avec un gros pactole, qui est parti avec beaucoup d'argent, et puis c'est fini, quoi. Alors ça a été une catastrophe. Ou alors qui a vécu sur les dons des gens d'une façon honteuse. Bon, et ça c'est pas normal. D'accord? Alors, c'est sûr que ces deux avantages ici sont importants. Par exemple, ici, nous sommes dans un pays où vraiment on a une immense liberté au niveau associatif dans les avantages. On n'a vraiment aucune fiscalité, je vous dis, à part la TVA qu'on paye. Et puis, on peut générer, il n'y a pas de limite de plafond. Dans certains pays, par exemple en France, si vous générez plus de 70 000 euros, et ça ne représente pas grand-chose là-bas, 70 000 euros de chiffre d'affaires, ou c'est dans ces environs-là, à partir de ce moment-là, vous êtes assujetti à payer la TVA et vous commencez à être vu comme une association à but lucratif. Alors, ils ont changé le système, association sans but lucratif, vous pouvez passer à une association à but lucratif. Et à ce moment-là, on vous taxe de partout, comme une société, etc., etc., etc. Et croyez-moi, 70 000 euros là-bas, ça ne fait pas grand-chose. Quand vous payez un loyer de 1 500 ou 2 000 euros minimum pour quelques bureaux, que vous payez des gens et ça vous coûte plusieurs milliers d'euros par personne, eh bien, vos 70 000 euros, vous avez de quoi embaucher à peine 2 personnes et louer un petit endroit. Voilà ce que vous faites et vous avez tout dépensé. Donc, vous restez petit. Donc, ils vous bloquent volontairement. Après, vous passez à un système fiscal qui ne vous permet pas de vous épanouir facilement, ou alors d'un seul coup, vous êtes obligé de créer plein de revenus et de chercher de l'argent. Et ça devient le côté pervers de l'association, et c'est ce qu'on voit souvent malheureusement dans certains pays comme ça, dits développés. Grand B, on va voir maintenant les failles du système associatif. Les failles du système associatif. Alors, les failles du système associatif, c'est évidemment que l'association est basée sur un système démocratique. Et ça, c'est une terrible faille. L'association est basée sur un système démocratique. Ça veut dire que toute association est constituée de membres. Et chaque membre a le droit de vote dans l'Assemblée générale. Et évidemment, si c'est ça, on peut créer des secousses dans l'association qui peuvent mettre en danger toute l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est une immense faille. Et malheureusement, parce que c'est un système démocratique et que nous sommes dans une théocratie au niveau du royaume de Dieu, eh bien, ça peut mettre en danger l'œuvre de Dieu sur la terre. Et on a vu comme ça des églises disparaître à cause de discordes internes. On a vu des gens partir, des ministères partir parce qu'ils en avaient assez d'être combattus à l'intérieur de leur propre association. Et il faut faire extrêmement attention parce que si on ne sécurise pas l'association, et je vais vous montrer comment
parer justement à ce système démocratique qui nous est imposé pour que un serviteur de Dieu puisse être sécurisé. Donc c'est très important. Parce que croyez-moi, il y a beaucoup de structures juridiques qui entravent les visions divines. Et ça, c'est pas bon. Ce n'est pas normal. Quelqu'un peut avoir une belle vision de Dieu, et malheureusement, il se retrouve avec des gens autour de lui qui ne comprennent pas comment ça fonctionne au niveau de l'association, comment ça devrait fonctionner, comment elle doit être adaptée, et à ce moment-là, il n'arrive pas à s'épanouir ou à épanouir la vision, et c'est vraiment extrêmement dommage. Donc vous voyez, tout ça, c'est vraiment très, comment on dit en anglais, touchy, c'est-à-dire, c'est très délicat. Il faut faire attention, parce que franchement, ce côté naturel peut être un immense danger, et il va falloir retourner cet aspect dangereux du système démocratique en système qui, au contraire, soit un immense plus et vous aide à réaliser la vision que Dieu donne dans votre cœur. Voyez? Donc c'est ça, ça va être un peu l'art de ce cours. L'art de ce cours, c'est de vous montrer d'abord que bon, nous sommes sur une structure imposée, ok, nous avons des avantages intéressants, mais nous avons aussi des gros travers qui peuvent faire des failles, qui peuvent laisser des portes ouvertes à l'ennemi ou à la chair, qui peuvent tout mettre par terre. Des années de travail peuvent être ruinées complètement parce que vous pouvez avoir des gens mal intentionnés qui utilisent le système démocratique associatif et qui se retournent contre un ministère et qui mettent ce ministère par terre et qui s'arrangent pour le chasser, et on prend à ce moment-là tout ce que cette personne a fait, tout ce qu'il a, le dur labeur qu'il a fait, et on commence à mettre du désordre, à mettre d'autres personnes à la place, à la tête, et c'est évidemment l'œuvre périclite, ça c'est clair, mais évidemment, les gens s'emparent des finances, il y a des histoires, etc. etc. Donc tout ça, ça peut être extrêmement dangereux. Donc il faut utiliser cette machine, entre guillemets, qui est imposée, c'est-à-dire l'association sans but lucratif. Il va falloir savoir l'utiliser, l'adapter correctement et l'amener, la mouler, en quelque sorte, pour qu'elle puisse se plier à quoi? À la vision et, en général, au royaume de Dieu. Et ça va être l'art, justement, de ce cours, de vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire, ce qui est entièrement légal de faire, et il faut rester dans la légalité, mais il va falloir insérer un certain nombre de garde-fous. Ce qu'on appelle les garde-fous, c'est-à-dire éviter, vous savez, c'est ce genre de barrières, hein, il y en a près des ponts des rivières. Souvent, quand vous traversez un pont, eh bien, le pont, vous avez sur les côtés des barrières. Pourquoi vous avez sur le côté des barrières? Parce que si jamais un automobiliste, pour une raison ou pour une autre, a un problème, ou malheureusement il est ivre ou quoi que ce soit, dévie de la route, eh bien, il ne va pas aller mettre sa voiture dans la rivière. On met ce qu'on appelle un garde-fou, une espèce de barrière en métal qui permet à la voiture, à ce moment-là, de cogner contre cette barrière, mais l'automobiliste n'ira pas normalement se mettre dans le ravin ou dans la rivière. Et en fait, c'est un peu l'idée ici de ce cours, c'est de savoir qu'on conduit sur une route, mais on peut sortir de cette route. Et pour éviter de sortir de cette route, eh bien, on va mettre des barrières un peu partout pour qu'il n'y ait pas d'accident trop grave. Si jamais il y a un accident, ce soit toujours limité. D'accord? Voilà donc pour ce premier cours.